Merci, bonjour à tous et merci à Richard et aux collègues alsaciens pour leur invitation et leur accueil. Donc effectivement, mon propos va être autour de l'utilisation des moyens de deuxième ligne après une interprétation du rythme cardiaque fœtal. Vous savez que le rythme cardiaque fœtal, c'est notre outil en salle de naissance. C'est un outil qui a été introduit il y a déjà un petit moment, qui était évidemment destiné à prévenir les conséquences en termes neurologiques de la privation d'oxygène pendant le travail, mais qui a un petit peu précédé quand même la compréhension de la physiopathologie. L'idée était surveillons le rythme cardiaque et s'il se passe quelque chose, on réagira en fonction. Et même aujourd'hui, force est de reconnaître que si cet outil était d'utilisation aussi simple, je n'ai pas les diapos et je ne sais pas pourquoi, je vois qu'on s'agite en haut. Que dois-je faire? Dites-moi. Je dois appuyer sur un bouton particulier, non ? Richard, help. Il n'y a qu'une seule prise. Voilà, c'est ça. C'est ça? Ah, voilà. Donc, le cardiotocographe, qui, s'il était d'utilisation simple, ne serait pas aussi souvent mis en difficulté, en particulier par des problèmes médico-légaux, vous voyez, récents. Et donc, force est de reconnaître que l'interprétation du rythme cardiaque fœtal n'est pas encore complètement quelque chose sur lequel tout a été dit et forcément expliqué. Alors, que se passe-t-il? Et est-ce qu'on connaît bien la valeur de notre outil, en particulier aujourd'hui, quand on est confronté à un rythme comme celui-ci, qu'on doit interpréter et surtout pas regarder de loin en disant « Oh là là, ce rythme ne me plaît pas, ça sent la césarienne ». Mais il faut connaître les performances de notre outil, en particulier le taux de faux positif d'un rythme comme celui-là, il est quand même d'environ 90%. Dans 90% des cas, quand on a un rythme comme ça, les échanges, finalement, ne sont pas perturbés de façon majeure chez le fœtus. Il n'y a pas de conséquences, en particulier en termes de privation d'oxygène. Quelle est la valeur prédictive du rythme cardiaque fœtal pour annoncer la survenue d'une encéphalopathie anoxo-ischémique, ce qui est quand même l'objectif final de cet outil? Elle est de moins de 0,1%, donc une performance qui reste tout à fait discutable. La Cochrane, qui nous dit les résultats des essais randomisés et des méta-analyses, il y a une version de 2017 qui a été remise à jour, confirme bien qu'en matière de mortalité périnatale, le rythme cardiaque fœtal n'a pas d'effet. La surveillance du rythme cardiaque fœtal n'a pas d'effet démontré, statistiquement significatif. Qu'en matière d'encéphalopathie anoxo-ischémique, les différences ne sont pas significatives non plus, mais que par contre, le seul effet positif, alors vraisemblablement, ça mériterait quand même de préciser par des analyses à long terme, la surveillance du rythme cardiaque fœtal diminue par 2 le risque de convulsion en période postnatale. Et chose que l'on sait, la surveillance continue du rythme cardiaque fœtal multiplie par un peu plus d'1,5 le risque de césarienne en cours de travail. Quand on analyse, comme cela a été fait en particulier par les anglo-saxons, les accidents, donc par des enquêtes qui sont des enquêtes confidentielles, un peu identiques à l'enquête confidentielle sur la mortalité maternelle qui est effectuée en France, on s'aperçoit que plus de 50% des décès périnataux semblent évitables quand on reprend les dossiers a posteriori et que les premiers facteurs sont la non-reconnaissance d'un rythme cardiaque fœtal anormal ou jugé anormal a posteriori et l'absence de réaction adaptée en présence d'un rythme cardiaque fœtal anormal. Donc finalement, un outil imparfait, mais un outil quand même incontournable pour lequel vraisemblablement il faut revisiter un certain nombre de concepts aujourd'hui. Alors comment travaille-t-on aujourd'hui à partir du rythme cardiaque fœtal? On travaille vraisemblablement
encore trop par une reconnaissance des formes. On nous apprend les différentes anomalies du rythme cardiaque fœtal de façon très imagée, de façon très descriptive. Vous les connaissez. Et le rythme cardiaque est ensuite classé selon des classifications. Il en existe d'ailleurs un certain nombre. Finalement, un signe que vraisemblablement les choses peuvent être discutées en matière de classification. Classification du collège que vous connaissez, classification de la FIGO qui a été réévaluée en 2015 de façon peut-être un petit peu plus simple. Mais on peut s'interroger sur finalement l'utilisation de cet outil selon cette forme, selon ce type d'analyse de reconnaissance de forme. On le sait bien, finalement, de se baser sur une reconnaissance visuelle simple, notre cerveau nous trompe. À titre d'exemple, ces flèches ont toutes la même longueur, même si initialement on peut penser qu'elles sont différentes. Le point central de ces carrés, au centre des carrés a la même couleur à chaque fois, et cette bille qui a un trajet continu est relativement difficile à suivre sur le plan 3D, et notre cerveau n'arrive pas complètement à analyser l'image. On sait aussi, de près ou de loin, finalement, on peut avoir des surprises. Cette pauvre Lizzie Velasquez, qui a beaucoup fait parler d'elle, atteinte de maladie de Marfan. Alors, l'objectif est de savoir si finalement, aujourd'hui, le gold standard, qui est, lorsqu'on a des anomalies du rythme, qu'on a classifié notre rythme en intermédiaire ou pathologique, est intéressante. Il faut se replonger dans l'histoire, puisque l'analyse du pH au scalp, introduite par Salling, c'est quelque chose d'ancien et quelque chose qui a même précédé l'analyse du rythme cardiaque fœtal. Donc ce n'était pas du tout initialement avec l'objectif d'être un moyen de deuxième ligne sur l'analyse du rythme cardiaque fœtal. La méthodologie, vous la connaissez, on aborde le scalp, on fait une petite incision, on prélève un échantillon, et cet échantillon est ensuite analysé, et les valeurs de pH qui ont été définies par Salling il y a déjà bien longtemps, sur des effectifs très faibles, ces différents niveaux de seuil ont été déterminés à partir de 77 patientes simplement, donc c'est quand même extrêmement faible, que vous connaissez et que vous utilisez si vous utilisez le pH au scalp. Il est considéré comme gold standard, comme le disait Richard tout à l'heure. Finalement, on a tous essayé de nous mettre à l'utilisation du pH au scalp. Et aujourd'hui, encore, par le collège, dans la recommandation qui date de 2007, je profite de la présence ici du président et du secrétaire du collège pour dire qu'une recommandation qui a maintenant 10 ans mériterait vraisemblablement quand même d'être réévaluée. Donc le pH au scalp est la méthode de deuxième ligne, et vous voyez que cette recommandation, c'est finalement en fait qu'un accord professionnel, c'est-à-dire des experts qui se sont mis autour de la table et qui, sans véritable évidence scientifique, ont dit ben voilà, c'est le gold standard. Alors la question, c'est de s'interroger sur aujourd'hui, est-ce qu'il faut suivre aveuglement les guidelines? Eh bien, quand on lit des guidelines, évidemment, il faut regarder s'il s'agit d'un niveau de preuve qui est tiré d'essais randomisés ou d'opinions d'experts, quel est le grade de la recommandation, est-ce qu'il y a eu une mise à jour? Et vous voyez, à titre d'exemple, c'est tout à fait récent, puisque ça date du 25 janvier. Ces Américains ont suivi leur GPS, se sont retrouvés finalement à l'eau. Ils avaient vraisemblablement une version un peu ancienne, peut-être. Et selon le rapport de police, le conducteur n'était pas sous l'emprise ou l'influence de l'alcool ou de la drogue au moment de l'accident. Donc on se demande bien ce qui a pu leur passer par la tête. Le NICE a remis à jour ses recommandations en 2017, et on est là dans la désescalade, puisque pour le NICE, on ne doit pas réaliser de prélèvement au scalp s'il s'agit d'un événement aigu sur le rythme cardiaque fœtal, comme par exemple une procidence du cordon. Et le NICE commence à introduire ce qu'on va voir un petit peu plus loin, c'est-à-dire la stimulation digitale, finalement, en disant que dans un premier temps, peut-être, on peut commencer par faire une stimulation digitale, et que si cette stimulation digitale est négative, on ne passera qu'ensuite au pH au scalp. Donc vous voyez qu'on est également outre-Manche dans la désescalade en salle de naissance.
Il n'y a qu'une seule étude randomisée qui a réellement testé l'option de faire un pH au scalp comparativement à une option de ne pas le faire. C'est un essai à 3 bras qui est ancien parce qu'il date de 1979, dans lequel vous voyez un petit peu plus de 700 patientes ont été randomisées entre auscultation intermittente, rythme cardiaque fœtal continu et rythme cardiaque plus pH. Et effectivement, cet essai est positif puisqu'il vous montre une différence significative, en tout cas entre rythme cardiaque continu et rythme cardiaque et pH au scalp dans le taux de césarienne, en particulier pour anomalie du rythme cardiaque fœtal. Mais vous voyez que finalement, il y avait quand même beaucoup moins de césariennes dans le groupe de l'auscultation intermittente. Et puis évidemment, cet essai manque de puissance, évidemment, pour conclure. Alors il y a pas mal d'arguments physiopathologiques qui plaident en défaveur de la réalisation d'un pH au scalp. L'objectif est d'avoir l'équilibre acido-basique du fœtus sur plutôt les organes centraux. Et là, on utilise finalement un tissu qui est un tissu périphérique. Et vous le savez, un des premiers moyens de réaction du fœtus en situation d'hypoxie, c'est de réaliser une redistribution de son débit cardiaque au profit des organes centraux, et donc de vasoconstricter les territoires périphériques. Et là, on va s'intéresser à un territoire périphérique. Il y a des sources d'erreurs qui sont liées à la compression du scalp fœtal au moment des contractions utérines, à la contamination de l'échantillon par du liquide amniotique. Le liquide amniotique est basique quand il s'agit d'un liquide amniotique clair, mais il devient acide quand il s'agit d'un liquide amniotique méconial. Et puis, il y a vraisemblablement des effets majorants sur l'acidose qui sont liés à la présence d'une bosse sérosanguine. Donc, finalement, quand même pas mal de causes d'erreur, ce qui amène certains auteurs, évidemment, à s'interroger, en particulier Edwin Chandra-Aran, sur l'abandon possible de ce moyen considéré comme obsolète dans la pratique obstétricale d'aujourd'hui. Alors finalement, les notions que l'on a sur le fait que le tissu soit périphérique et soumis en particulier à la compression, c'est des notions anciennes. C'est un Lancet de 1979 qui montre que pour occlure complètement la circulation du scalp, il suffit d'appliquer une pression extrêmement, je ne sais pas si on voit ma flèche, voilà, beaucoup plus faible que par exemple sur le bras, puisqu'on voit qu'on fait baisser la PO2 de pratiquement la moitié de sa valeur en appliquant une pression de simplement 15 grammes sur le scalp. De façon un peu plus récente, certains auteurs se sont intéressés à la fiabilité du pH au scalp avec une méthodologie un petit peu plus appropriée sur le plan, une méthodologie un peu plus propre. Et dans cet essai, les auteurs ont fait des prélèvements au scalp doubles pendant le travail chez un certain nombre de patientes qui avaient des rythmes cardiaques fœtales pathologiques. Et dans 16% des cas, les deux prélèvements effectués étaient discordants, mais discordants au point d'avoir des valeurs qui étaient de part et d'autre de la valeur seuil d'intervention, donc un prélèvement supérieur à 7,20, un prélèvement inférieur à 7,20. Et donc, ils ont analysé les facteurs possibles de discordance et ils se sont aperçus que finalement, aucun facteur ne ressortait. Tous les facteurs étaient des facteurs de discordance, ce qui signifiait qu'il n'y avait vraiment aucun facteur vraiment approprié et que même la seniorisation de l'opérateur, c'est-à-dire de dire que le pH avait été fait par quelqu'un réellement qui savait faire les pH au scalp, ne changeait rien et était aussi un facteur de discordance dans les résultats. Des complications également ont été décrites après prélèvement au scalp. Alors, elles ne sont pas très fréquentes, certes, mais elles sont quand même à peser dans la balance risque-bénéfice. Des abcès au scalp ont été décrits, des chocs hémorragiques. On est évidemment sur des case reports, bien évidemment. Une encéphalopathie néonatale après une hypotension fœtale qui est liée au choc hémorragique d'un prélèvement au scalp ou deux prélèvements au scalp répétés qui avaient abouti à une exsanguination fœtale, et un écoulement également de liquide céphalorachidien après un prélèvement fait sur la grande fontanelle. Les tissus ne sont pas forcément très épais, et c'est des choses qui, quand même, peuvent arriver, il faut les connaître. Alors aujourd'hui, dans la pratique d'un certain nombre d'équipes, finalement, ce sont les lactates qui sont utilisés. Les lactates paraissent, en termes de fiabilité, aussi fiables
ou peut-être aussi peu fiable, mais en tout cas, il n'y a pas de différence entre pH au scalp et lactate, en tout cas dans les deux, à la fois dans les résultats, mais également dans la corrélation avec le pH artériel à la naissance et également dans les actions obstétricales qui peuvent être réalisées à la suite du prélèvement. Et donc la Cochrane, dans sa version de 2017, dit que l'utilisation des lactates donne des résultats finalement plus facilement que le pH au scalp, mais que quand même les prélèvements au scalp n'ont, semble-t-il, aucune influence sur une quelconque variable du devenir postnatal. Ça doit quand même amener à réfléchir. En 2017, ça fait peser lourd quand même sur la réalisation du prélèvement. Alors qu'est-ce qui va nous rester finalement si on n'a pas ce moyen de deuxième ligne, qui est le pH au scalp? Eh bien, ont été décrits les tests de stimulation, le fait simplement de faire un toucher vaginal et de regarder si ce toucher vaginal entraîne une réaction fœtale, c'est-à-dire soit une augmentation de la variabilité, soit une accélération, plus de 15 battements par minute, plus de 15 secondes. Et ces auteurs ont fait une méta-analyse des essais prospectifs ou des évaluations prospectives de ce moyen de stimuler le fœtus, avec différentes façons de réaliser cette stimulation, soit d'ailleurs par le pH au scalp, c'est la première ligne, soit par une pince d'Alice, la stimulation vibroacoustique ou simplement le toucher vaginal. Finalement, on s'aperçoit qu'en matière de valeur prédictive négative ou de valeur prédictive positive, c'est le toucher vaginal qui finalement est le plus intéressant, avec, vous voyez quand même, une valeur prédictive négative intéressante. On dit que pour qu'un test ait une valeur prédictive négative intéressante et puisse être utilisé de façon isolée, il faut que sa VPN soit inférieure à 0,1, ce qui est le cas, ou que sa valeur prédictive positive soit supérieure à 10, ce qui est le cas aussi. Donc ça paraît être un moyen, en tout cas comme ça à la lecture de cette méta-analyse, intéressant. Toutefois, un essai récent, randomisé, qui est une cohorte prospective, a démontré récemment, c'est un papier qui date de cette année, que finalement, même si stimulation fœtale ou prélèvement au scalp avait une valeur à peu près identique, néanmoins, vous voyez, on se trompe quand même assez souvent, puisque, à titre d'exemple, alors pour le pH au scalp, quand le pH au scalp disait plus de 7,20, donc normal, eh bien finalement, si on compare au pH artériel, on se trompe dans pratiquement 3 cas sur 4, ce qui est à peu près identique pour la stimulation digitale, et que finalement, le degré de concordance entre le pH à la naissance et ces tests prénataux, qu'il s'agisse du pH au scalp ou la stimulation, sont assez faibles, et que ces tests sont quand même assez difficiles à recommander aujourd'hui pour évaluer l'état néonatal. Alors, il existe également, dans les moyens de deuxième ligne, l'analyse de l'électrocardiogramme fœtal, et en particulier de la repolarisation du ventricule. Ce Stan, que vous connaissez peut-être, a au moins pour lui d'être capable d'utiliser une analyse faite sur un organe qui est là, du coup, un organe central, qui est le myocarde. L'objectif est d'analyser les réactions du myocarde à la privation en oxygène. Je regarde par curiosité. Et d'être capable de mettre en évidence donc, des signes d'un passage du métabolisme aérobie au métabolisme anaérobie au niveau du myocarde, le métabolisme anaérobie se caractérisant par une libération de potassium qui va modifier la repolarisation ventriculaire. Donc la physiopathologie, en tout cas sur laquelle s'appuie ce moyen de deuxième ligne, paraît plus fiable que l'analyse du pH au scalp. Néanmoins, vous le savez, un certain nombre d'essais randomisés ont été effectués. Des méta-analyses de ces essais randomisés ont également été effectuées. Il en existe de nombreuses. La méta-analyse de Schwitt a le mérite d'avoir utilisé des données individuelles. Elle montre que quand on utilise le Stan, effectivement, on peut se passer du pH au scalp, c'est la première ligne, dans plus de la moitié des cas. Ça paraît couler de source, mais que par contre, en matière de taux de césarienne, en matière de
d'état néonatal asphyxique, il n'y a pas de différence significative. La seule différence significative, mais elle est peu importante puisqu'il s'agit d'une baisse simplement de 10%, se fait sur les naissances instrumentales, avec un tout petit peu moins de naissances instrumentales lorsqu'on utilise le STAN. Donc aujourd'hui, on a vraiment l'impression que ce qui nous manque, c'est une interprétation correcte du rythme cardiaque fœtal. Et c'est la raison pour laquelle je vais arrêter mon topo ici, parce que je ne veux pas m'engager sur cette deuxième partie que je vous avais préparée, mais qui aboutirait à un dépassement extrêmement large de mon temps de parole. Il faut vraisemblablement s'orienter vers une analyse dynamique du rythme cardiaque fœtal, avec les éléments qu'on a aujourd'hui en termes de compréhension physiopathologique du rythme cardiaque fœtal, nous permettent une approche du rythme cardiaque fœtal plus longitudinale, avec une meilleure interprétation, même si là aussi, on manque pour l'instant d'essais randomisés dans ce domaine pour prouver cette meilleure interprétation du RCF que par l'interprétation simplement basée sur les reconnaissances d'images. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir désacralisé le pH au scalp et de nous montrer qu'on peut quand même faire de la bonne obstétrique sans lui. C'est déjà ça. Des questions dans la salle? Oui? Oui, mais pour ceux qui ont fait de l'obstétrique à 25 ans, l'outil pH, c'était pas pour diminuer les risques d'acidose fœtale et les séquelles néonatales, c'était pour diminuer les taux de césarienne pour ARCF. Et d'ailleurs, sur votre diapo, on voit bien que le taux de césarienne pour ARCF est de 18% quand c'est RCF tout seul et de 11% dans RCF plus pH au scalp. Donc vous l'avez zappé en disant, avec le pH au scalp, on est bien supérieur à l'auscultation intermittente. Mais ce n'est pas le problème. En fait, le pH au scalp nous permettait de ne pas césariser quand le tracé nous inquiétait et on disait « Ah ben non, le pH est encore bon, on peut continuer ». Ce n'était pas pour diminuer l'acidose néonatale, c'était à l'inverse. Enfin, c'était L'objectif, en fait, il est double. Et c'est ça aussi qui est très difficile à analyser dans les... Initialement, il n'était pas double. C'était vraiment diminuer il dépend des le taux de équipes. césarienne. Il dépend des équipes. Si vous avez un taux de césarienne très élevé, effectivement, il est destiné à réduire votre taux de césarienne. Mais si, au contraire, vous avez un taux de césarienne qui est très bas, avec un taux d'asphyxie néonatale qui est élevé, il vous sert à baisser votre taux d'asphyxie. En fait, c'est... L'association interventionnisme médical et état néonatal est intimement liée comme sensibilité et spécificité dans un test. Et c'est vraisemblablement ce qui est difficile aussi, parce que quand on fait un essai randomisé, on définit un critère de jugement. Et le critère de jugement dans les différents essais, il est effectivement soit sur l'interventionnisme, soit sur l'état néonatal, alors que les deux sont liés. Oui, mais l'essai que je vous ai présenté, de toute façon, est un essai ancien, avec une méthodologie qui est imparfaite, avec un effectif qui est trop faible, et il ne permet pas de conclure. Même si, oui, je suis un peu d'accord avec vous, avec ce que vous dites. Juste pour compléter... Oui, Brigitte, juste pour répondre à ta question, il suffit de lire les résultats de la Cochrane qui a été révisé là en début d'année 2017, qui dit exactement le contraire de ce que tu viens d'affirmer, c'est-à-dire que, laisse-moi terminer, c'est que l'analyse du rythme cardiaque fœtal ne réduit pas le taux global de césarienne. On a des données dans la littérature qui sont très claires. Alors peut-être, le pH au scalp, pardon. Et on a des données dans la littérature qui sont claires là-dessus. Donc ça ne semble pas modifier le taux de césarienne. Alors après, il peut y avoir des particularismes, et puis Franck en a parlé, c'est-à-dire qu'en fonction des taux de césarienne des unités, ça peut influer un petit peu en fonction de ce que tu fais comme choix et comme stratégie obstétricale. Mais en tout cas, le message global en population générale, c'est que non, ça ne modifie pas le taux de césarienne. Oui, d'autres questions? Non? Bien, ben merci beaucoup. Si vous voulez, on va recommencer cet après-midi. En commençant donc par la partie que je n'ai pas pu vous traiter tout à l'heure sur une approche moins basée sur la reconnaissance d'image, on va dire moins basée sur la reconnaissance d'aspect des anomalies du rythme,
mais plus basée sur des notions physiopathologiques et sur une analyse longitudinale du rythme cardiaque fœtal. Donc ce lien manquant, c'est ce chaînon manquant de l'interprétation du rythme qui nous a peut-être manqué pendant plusieurs dizaines d'années, c'est le chaînon physiopathologie, et la connaissance physiopathologique permet d'améliorer la compréhension de ce qui se passe au niveau du rythme cardiaque fœtal. Quand j'ai montré un tracé qui s'apparentait à celui-là tout à l'heure, beaucoup de gens ont écarquillé les yeux, a l'air de l'impression de me montrer qu'ils considéraient que ce rythme était extrêmement anormal, qu'effectivement il y a des ralentissements. On a longtemps été bercé par une éducation sur la lecture du rythme cardiaque fœtal qui laissait la part belle à l'analyse des ralentissements. Et avec la physiopathologie, la question à se poser, c'est un petit peu moins de regarder ces ralentissements, mais un peu plus ce qui se passe entre les ralentissements pour pouvoir interpréter la façon dont le fœtus réagit au stress hypoxique ou au stress de la compression cordonale. Et la question à se poser est de savoir ce qui se passe en matière de compensation et de pouvoir mettre en évidence à temps la décompensation du fœtus pour intervenir à temps, que ce soit par une naissance instrumentale ou une césarienne. Alors il faut connaître effectivement les différentes étapes de l'adaptation physiopathologique du fœtus au stress hypoxique. Ce qui se passe quand un fœtus est soumis à l'hypoxie, qu'il s'agisse d'une hypoxie chronique, mais ça se passe également dans l'hypoxie aiguë avec un télescopage des différentes étapes, c'est dans un premier temps une production de catécholamine, une production d'adrénaline et de noradrénaline qui lui permettent de réagir à ce stress hypoxique en redistribuant en fait son débit cardiaque au profit de 3 territoires que vous connaissez, qui sont le cerveau, le cœur et les glandes surrénales, et de vasoconstricter les territoires périphériques, qu'il s'agisse des muscles et également de la vascularisation intestinale, splanchnique, ce qui se traduit sur le plan du rythme cardiaque fœtal par une augmentation du rythme de base du fœtus. Et puis progressivement, si l'hypoxie se prolonge ou se poursuit, si le degré de l'hypoxie devient plus important, le fœtus va décompenser de cette adaptation physiopathologique. Et le premier organe qui va décompenser sera le cerveau. Le fœtus privilégiera toujours son myocarde à sa vascularisation cérébrale. Donc la première étape va être au niveau cérébral une baisse de la variabilité qui traduit une balance énergétique en déficit au niveau du système nerveux autonome. Et puis ce n'est qu'en fin de décompensation, lorsque finalement tous les mécanismes sont à leur maximum, qu'on assiste à une défaillance au niveau du myocarde. Donc vous savez bien que l'interprétation d'un rythme cardiaque fœtal, c'est l'interprétation d'un certain nombre d'éléments qu'on vous dit à chaque fois d'interpréter de façon séquentielle. Donc tout d'abord le rythme cardiaque de base, la fréquence de base, dont on sait qu'elle est le témoin du tonus sympathique par rapport au tonus parasympathique. Elle est sous la régulation du système nerveux autonome. Et vous savez qu'il existe donc un système cardio-accélérateur qui est le système sympathique, un système cardio-modérateur qui est le système parasympathique. Et il existe une préemption progressive du système parasympathique par rapport au système sympathique qui explique que, au fur et à mesure où le terme avance, la fréquence de base a tendance à diminuer. Et vous savez bien, pour l'avoir observé, que les fœtus à 41 semaines d'aménorrhée plus 5 jours n'ont pas la même fréquence de base qu'à 37 semaines. On a assez fréquemment des fréquences beaucoup plus basses lorsque le terme avance. Ce rythme cardiaque de base est également révélateur chez un fœtus donné et de façon longitudinale chez ce même fœtus, en le prenant pour lui-même étant son propre contrôle, de la production de catécholamine. Et un fœtus qui produit des catécholamines va accélérer son rythme cardiaque de base. Et puis on le sait aussi, l'infection, par la vasodilatation qu'elle produit, est responsable d'une augmentation de la fréquence de base. Les accélérations, elles sont le témoin du système nerveux somatique du fœtus, c'est-à-dire en fait son exercice physique en quelque sorte. Un fœtus qui accélère, c'est un fœtus qui active son système nerveux somatique, un petit peu comme s'il faisait de l'exercice. La variabilité, elle, est le révélateur du fonctionnement du système nerveux autonome et de la balance entre le système
modérateur et accélérateur, donc du système sympathique par rapport au système sympathique. Et cette lutte permanente entre les deux systèmes induit cette variabilité. Lorsque cette variabilité disparaît, cela traduit essentiellement une mise en défaut de ce système nerveux autonome. Et les ralentissements, ils peuvent être générés par différents mécanismes. Le premier, donc, c'est la compression de la tête fœtale. Le deuxième, c'est la compression cordonale, plus fréquemment, et également de l'insuffisance placentaire, c'est-à-dire du manque en oxygène. Alors, on va voir ces différents éléments. Les ralentissements peuvent être donc des ralentissements précoces. Ces ralentissements précoces, uniformes précoces, sont assez rarement en fait retrouvés de façon complètement isolée. La raison est que, en fait, ils sont liés à la compression de la tête fœtale, donc ils sont à interpréter dans le contexte, et ils sont bien évidemment une réaction qui est purement une réaction réflexe du fœtus sur son rythme cardiaque. Ces ralentissements sont modérés par des mécanorécepteurs au niveau intracrânien. C'est l'équivalent du réflexe oculomoteur. Si vous appuyez sur vos globes oculaires, votre fréquence cardiaque diminue. Les globes oculaires, c'est la partie émergée de votre cerveau. Le fœtus, lui, a des fontanelles qui sont beaucoup plus malléables. Et donc la compression de son cerveau induit un ralentissement de sa fréquence cardiaque. C'est médié également par le système nerveux autonome. Et ça ne se rencontre évidemment que dans un contexte où il y a une compression de la tête fœtale, c'est-à-dire essentiellement en seconde phase du travail. Les ralentissements uniformes tardifs représentent à peu près 15% des ralentissements rencontrés pendant le travail. Ils sont souvent très peu profonds, ils sont uniformes comme leur nom l'indique, et ils sont tardifs parce qu'il existe un décalage entre le point le plus profond du ralentissement et le sommet de la contraction, décalage qui est de 20 à 30 secondes, et qui est lié en fait au temps nécessaire pour la génération de l'hypoxie, de la majoration de l'hypoxie suite à la contraction utérine. Ils sont assez peu profonds, donc, et ils sont, on va le voir tout à l'heure, médiés par des récepteurs à la PO2, par des récepteurs au pH, ce qu'on appelle donc des chémorécepteurs. La réponse donc, est une réponse qui est destinée à la protection myocardique. C'est une réponse physiopathologique qui est la réponse ultime du fœtus, la protection de son myocarde, la baisse de la fréquence cardiaque du myocarde lui permettant de consommer moins d'oxygène au niveau de son myocarde et de maintenir une balance énergétique qui reste stable au niveau de son myocarde. Donc il privilégie son myocarde en ralentissant. Plus fréquents sont les ralentissements variables. Ils sont variables mais ils peuvent être quand même relativement uniformes comme dans ce type de tracé. Ce qui définit le ralentissement variable, en fait, c'est sa pente de descente extrêmement abrupte. Cette pente de descente, en fait, traduit un mécanisme qui est un mécanisme purement réflexe. Que se passe-t-il, en fait, dans un ralentissement variable qui est lié donc à la compression cordonale? La première étape de cette compression cordonale, c'est l'occlusion de la veine ombilicale. Cette occlusion de la veine ombilicale aboutit à une baisse du retour veineux au myocarde, une baisse du retour veineux au cœur. Se traduit par souvent une petite accélération initiale du ralentissement, puis ensuite la compression se majore et donc vient occlure les deux artères ombilicales. Et à ce moment-là, vous savez qu'il y a à peu près 50% du débit cardiaque du fœtus qui retourne au placenta. Et donc ce blocage de 50% du débit cardiaque entraîne une poussée hypertensive majeure du fœtus qui va protéger en fait son cerveau en arrêtant son cœur quasiment, enfin, en bloquant son activité cardiaque pour éviter cette majoration de la pression artérielle fœtale qui pourrait aboutir à un accident vasculaire cérébral aigu chez le fœtus. Donc c'est une vraie réaction de protection là, non pas du myocarde mais plutôt du cerveau par protection vis-à-vis de ce mécanisme hypertensif aigu. Donc c'est une réponse qui est extrêmement rapide, immédiate, quasiment immédiate, ce qui explique là l'absence de décalage et qui donc se traduit par une remontée tout aussi rapide et ensuite, donc, quand la contraction se relâche, une baisse un redémarrage du débit placentaire, du débit ombilical, avec toujours une persistance du blocage du retour veineux au cœur qui donne ce tout petit pic très rapide qu'on peut avoir à la fin d'un ralentissement variable. Alors ça, c'est le cas d'école, si je puis dire, la façon index dont se passent les ralentissements variables. Il y a des ralentissements variables qui sont un petit peu plus atypiques, c'est-à-dire qui ont des variations. En particulier,
lorsqu'une partie de la réaction vient additionner à la fois une réponse des barorécepteurs et une réponse des chémorécepteurs. Et bien évidemment, dans ces cas-là, on peut avoir, en particulier sur la remontée, une remontée qui est beaucoup plus progressive, puisqu'elle est médiée. C'est un petit peu comme si s'additionnait un ralentissement variable et un ralentissement uniforme tardif. Alors il y a des ralentissements qui deviennent ensuite extrêmement atypiques, avec de nombreuses formes qui ont été décrites, des formes un petit peu plus en V, des remontées beaucoup plus lentes, ce qu'on appelle parfois des overshoots, plutôt ici, des overshoots, c'est-à-dire en fait une réponse à type de très brève tachycardie après le ralentissement, qui traduit la compensation du fœtus à la perturbation des échanges au moment du ralentissement, donc comme une petite réponse de tachycardie extrêmement courte. Donc tous ces ralentissements sont des ralentissements qui additionnent les effets des baros et des chémorécepteurs. Alors, sur quoi va-t-on juger de l'état fœtal quand il y a des ralentissements? L'idée aujourd'hui, c'est de se focaliser un peu moins sur le ralentissement. Bon, il y a des ralentissements, on le sait, il y a des compressions cordonales, on le sait. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas agir, hein, mais on va analyser l'adaptation du fœtus à ces ralentissements entre les ralentissements. Donc il faut essayer de se cacher les ralentissements. Les anglo-saxons, ils mettent des pièces de monnaie, enfin, pour apprendre à la lecture du rythme cardiaque fœtal, ils se masquent les ralentissements et ils regardent ce qui se passe entre les ralentissements. Donc on va analyser la réponse du fœtus à ces ralentissements, donc l'augmentation de la fréquence cardiaque, la fréquence de base qui traduit la production de catécholamine par le fœtus, et évidemment la variabilité entre les ralentissements qui traduit la balance énergétique au niveau du cerveau, comment le fœtus compense ou non l'effet de ces ralentissements. Et puis, à un moindre degré, on regardera bien aussi effectivement la fréquence de survenue, la profondeur et la durée de ces ralentissements, puisque plus ils sont profonds, plus ça traduit l'occlusion importante au niveau ombilical, plus ils sont prolongés, plus ça traduit la durée de l'occlusion. Et ce qu'on a dit tout à l'heure sur le syntocinon est vrai, c'est-à-dire qu'en utilisant du syntocinon, on a souvent des ralentissements qui sont plus prolongés et qui sont plus profonds. On augmente la force et la durée des contractions utérines en majorant effectivement l'effet de ces ralentissements. Donc un des éléments d'adaptation va être à ce moment-là effectivement de réduire le syntocinon, voire de l'arrêter complètement. Alors ce qui est important également dans cette approche physiopathologique, une fois qu'on a compris le mécanisme de ces différents accidents qui peuvent survenir au niveau du rythme cardiaque fœtal, c'est de bien se mettre en tête qu'il existe en fait 4 formes différentes de privation d'oxygène chez le fœtus, et qu'en dehors de ces 4 formes, il n'y en a pas d'autres. C'est-à-dire que la cinétique de privation en oxygène, elle suit forcément l'un de ces 4 schémas différents. L'hypoxie aiguë, évolutive, subaiguë et chronique. Alors on va commencer en fait par la dernière, qui est l'hypoxie chronique, celle qu'on va devoir exclure en début de travail. Et il est très important de s'assurer chez une patiente, sur son tracé d'admission, qu'on a exclu une hypoxie chronique, c'est-à-dire une hypoxie qui préexiste au moment où on voit la patiente, souvent qui préexiste au début du travail. Il y a d'authentiques hypoxies chroniques avant le début du travail. Donc c'est le cas classique du tracé non réactif ou aréactif, et avec très peu d'oscillation, donc pas d'accélération, pas d'oscillation comme là. Un des éléments importants, parce qu'il existe une grande variabilité dans l'amplitude des oscillations, vous savez que normalement c'est entre 5 et 25 battements par minute, néanmoins on sait qu'il y a des fœtus pour lesquels on est plus proche de 5, et c'est des tracés qui souvent nous inquiètent. Un des critères importants, c'est ce qu'on appelle la cyclicité, enfin c'est une traduction française peut-être pas très heureuse, mais en fait ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a une variation chez tous les fœtus dans l'amplitude des oscillations qui est liée à l'existence, comme on le disait tout à l'heure en postnatal, de phases de veille et de sommeil, ou en tout cas d'activité cérébrale plus ou moins importante. Donc même chez un fœtus qui a une amplitude des oscillations relativement faible, vers 5 battements par minute, on va essayer d'observer cette alternance de phases plus ou moins oscillantes, qui sont le signe que, en tout cas sur ces phases, le système nerveux autonome s'active ou augmente de son amplitude, ce qui est donc un signe de normalité et de bien-être fœtal. On va essayer de s'assurer également qu'il n'existe pas de ralentissement de ce type. Ces ralentissements qui sont très peu profonds, ils sont très peu profonds parce qu'ils ne sont pas réflexes. Et comme le fœtus a un système nerveux autonome qui est en défaut, il ne peut pas répondre aux contractions utérines par un ralentissement très profond. On pourrait même dire qu'un ralentissement très profond et très abrupt, c'est un signe de bien-être du système nerveux autonome du fœtus, puisqu'il a besoin de son système nerveux autonome pour générer ce type de réponse réflexe.
quand il n'a plus de système nerveux autonome, il n'y a guère que les chémorécepteurs qui peuvent encore avoir un petit effet de protection myocardique, mais vraiment très faible, ce qui explique ces ralentissements extrêmement modérés, extrêmement peu profonds. Et puis, dans certains cas, effectivement, on a des tracés qui sont extrêmement inquiétants. Le tracé préterminal, pour lequel donc, la variabilité est inférieure à 2-3 battements par minute, avec donc chez ce fœtus l'impossibilité. On ne peut pas attendre dans un tracé préterminal d'avoir des ralentissements, c'est plus possible, il n'y a plus de système nerveux autonome. Donc n'attendez pas d'avoir des ralentissements devant ce type de tracé. Donc on peut se mettre en place un petit checklist qui est intéressant, à mon sens, pour les équipes en début de travail. Si on élimine ces 4 ou 5 critères, donc rythme de base adapté à l'âge gestationnel, c'est-à-dire qu'à 41 semaines d'aménorrhée plus 5 jours, si on est déjà à 155 battements par minute, 150 battements par minute, on est chez un fœtus qui est déjà tachycarde. Donc il y a quelque chose qui se passe, même si on reste, pour les classifications, assez souvent quand même dans une gamme de tracés qui est normale. La variabilité normale et la cyclicité, la présence d'accélération si la patiente n'est pas en travail, parce qu'on sait bien que pendant le travail, il est rare quand même d'avoir une persistance tout au long du travail, en tout cas des accélérations, et l'absence de ces petits ralentissements peu profonds qui traduisent vraiment une réponse, la seule possible d'un fœtus dont le système nerveux autonome est altéré. Donc ça, c'est le premier mode d'hypoxie qu'il faut bien connaître et qu'il faut éliminer dès le début du travail. Le deuxième mode, c'est l'hypoxie aiguë. Celui-là, vous n'allez pas passer à côté, en fait. C'est le ralentissement prolongé. Un ralentissement donc, qui va durer plus de 3 minutes. Et donc, ces ralentissements prolongés peuvent survenir de différentes causes pendant le travail. Et souvent, ils sont très inquiétants. Ils font appeler à l'aide les équipes. Et on peut assister dans certains cas, dans la majorité des cas, on va voir comment, à une remontée du rythme cardiaque fœtal avec, vous voyez, chez ce fœtus qui a fait un ralentissement prolongé, quand même relativement facilement 6 ou 7 minutes, l'absence de tachycardie secondaire traduit chez ce fœtus finalement une assez bonne adaptation. Il n'a pas besoin d'augmenter son rythme cardiaque fœtal pour compenser l'hypoxie pendant le ralentissement. Donc ça, c'est un signe de bien-être fœtal. En tout cas, le ralentissement n'est pas un signe de bien-être fœtal, mais une fois la cause passée, les choses vont pouvoir vraisemblablement s'améliorer. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire retenir, en tout cas, votre intervention médicale. Donc les caractéristiques, c'est un ralentissement de plus de 80 battements, plus de 3 minutes. Que doit-on exclure en premier? Effectivement, il y a 3 causes qu'il faut, dans un premier temps, exclure dans ce type de ralentissement prolongé. La procidence du cordon, ou le prolapsus du cordon, la rupture utérine, l'hématome rétroplacentaire, évidemment. Donc en fait, la première réaction à faire devant un ralentissement prolongé, c'est un toucher vaginal pour éliminer déjà certaines de ces causes. En particulier donc, le prolapsus du cordon, où on va palper un cordon, la rupture utérine, où on va avoir assez souvent quand même des métroragies, voire une modification, plutôt en moins d'ailleurs, de la hauteur de la présentation ou de la dilatation, et l'hématome rétroplacentaire, où les doigts vont revenir entachés de sang. On recherche également 2 autres causes qui sont des causes iatrogènes assez fréquemment retrouvées à ces ralentissements prolongés. Elles sont très fréquemment quand même de causes iatrogènes. Les 2 principales, c'est l'hypotension, assez souvent quand même générée par les effets vasomoteurs de la péridurale, et l'hyperactivité utérine qui est, elle, sous l'effet souvent du syntocinon. Et donc, bien évidemment, un ralentissement prolongé sous syntocinon. Première étape, on arrête le syntocinon, on met la patiente en décubitus latéral gauche, et on peut envisager assez rapidement de mettre en place, surtout quand on a éliminé les 4 premières étiologies, de mettre en place une tocolyse d'urgence. Après, c'est bien qu'il y ait un protocole de service qui vous permettent d'avoir accès assez rapidement, soit à un tocolytique injectable, soit par voie sublinguale, soit par voie sous-cutanée. On sait que le pH, dans ce type de ralentissement prolongé, il évolue à une vitesse qui a été tirée de l'expérimentation animale et qui a été vérifiée également chez des femmes enceintes par des études rétrospectives. Il diminue d'à peu près 0,01 par minute. En fait, ça fait que votre pH il diminue de 0,1 point toutes les 10 minutes. Et donc, c'est quelque chose qui est important à prendre en ligne de compte. Ça signifie que finalement, quand ce type de ralentissement, même s'il dure 10 minutes, intervient sur un tracé qui était jusqu'à présent normal, où on peut imaginer que le pH était aux alentours de 7,30, ça vous fait baisser votre pH à 7,20. Et donc, du coup, c'est à prendre en ligne de compte. Mais si ensuite les choses se rétablissent, on peut espérer quand même poursuivre le travail chez une patiente qui a fait un ralentissement prolongé. Un exemple, là, par contre,
d'une forme où, vous voyez, le ralentissement prolongé intervient là après une phase où, au niveau du tracé, les choses ne sont pas complètement normales. Et il y a deux critères, en fait, qui sont importants quand on veut essayer de déterminer quels sont les ralentissements prolongés qui vont récupérer par rapport à ceux qui ne récupèrent pas. On dit d'habitude que si le tracé est normal avant le ralentissement prolongé et si les oscillations perdurent dans les 3 premières minutes qui suivent le début du ralentissement, il y a 95% de chances pour que finalement ce ralentissement se résolve de lui-même. Donc quand vous êtes appelé par l'équipe pour les obstétriciens ou quand vous, sage-femme, vous avez affaire à une patiente qui présente un ralentissement prolongé, regardez bien le tracé avant, s'il était normal et s'il oscille pendant les 3 premières minutes, on est assez rassurant et donc dans ces cas-là, bon, ça n'empêche qu'on va éliminer les étiologies dont je vous ai parlé, on peut mettre en place quand même une tocolyse d'urgence, mais on est quand même relativement serein par rapport à l'évolution de ce ralentissement. Ce qui n'est pas le cas en pareil cas, et ce qui se traduit là, vous voyez, alors certes par une reprise quand même, mais progressive, avec un effet vraisemblablement des chémorécepteurs qui font que la remontée est progressive, et vous voyez que ce fœtus, là, du coup, compense par une tachycardie. Le rythme de base est facilement 10 à 15 battements supérieurs à ce qu'il était avant, donc on a une reprise progressive avec une tachycardie compensatrice. Un cas encore où le tracé avant est beaucoup plus anormal encore, donc il y avait une phase de ralentissement variable prolongé. Avant ce ralentissement, de ralentissement variable, oui, depuis assez longtemps, avant ce ralentissement prolongé. Et là, on peut imaginer que la reprise va être beaucoup plus difficile. Et effectivement, sur ce tracé, il n'y a pas de reprise du rythme cardiaque fœtal, il n'y a pas de résolution du ralentissement prolongé. Donc ça, c'est le deuxième mode d'hypoxie qu'il faut bien connaître, l'hypoxie aiguë, 0,1 point de pH toutes les 10 minutes, et une prise en charge qui doit être relativement... Elle doit faire l'objet là aussi d'un protocole dans le service, ça doit presque être sous-cortical, la façon d'agir sur ce type de ralentissement. Les anglo-saxons parlent de la règle du 3, 6, 9, 12, 15, hein, c'est ça 3, on fait le diagnostic qu'à 3, parce qu'un ralentissement prolongé, c'est à partir de 3 minutes. Et à 3, on commence à faire donc, le toucher vaginal pour exclure les différentes étiologies, on arrête le syntocinon. À 6 minutes, on a injecté la tocolyse d'urgence, on a commencé déjà à préparer la patiente pour le déménagement dans la salle de césarienne. À 9, la patiente arrive en salle de césarienne si le ralentissement n'a toujours pas repris. Et à 12, on doit commencer l'incision pour pouvoir extraire à 15. Donc ça fait 1,5 point de perte de... Enfin 0,15 perte de pH. Donc si on a un tracé qui est normal avant, normalement, on devrait avoir un pH à la naissance qui reste quand même subnormal. Le troisième mode d'hypoxie, c'est ce qu'on appelle l'hypoxie évolutive. Alors ça, c'est celle qu'on rencontre effectivement le plus souvent, qui est un mode d'hypoxie beaucoup plus lent à s'installer et qui comporte ce que vous avez l'habitude de retrouver, donc des ralentissements qui commencent à apparaître sur un travail, qui progressivement, si ce n'est pas déjà fait, vont aboutir à une disparition des accélérations. Premier stade d'adaptation du fœtus qui est progressivement privé d'oxygène, donc il diminue son système nerveux somatique, il arrête son système nerveux somatique, puis ensuite augmentation du rythme de base qui traduit la compensation de l'hypoxie par une augmentation du débit cardiaque. Hein. Il réoxygène son cerveau en augmentant sa fréquence cardiaque qui lui permet d'augmenter son débit cardiaque. Donc on est au stade là du coup d'une hypoxie qui reste compensée. Tant que la variabilité est normale, l'hypoxie est compensée. C'est un mécanisme d'adaptation, c'est la redistribution vasculaire. Et puis si on continue à tourner le robinet, à diminuer, si les ralentissements se prolongent, voire se majorent, l'hypoxie passe sur un mode là, qui est dit décompensé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez d'oxygène pour faire fonctionner correctement son système nerveux autonome, et du coup on a une diminution, voire une disparition de la variabilité, et là c'est principalement entre les ralentissements qu'il faut interpréter cette diminution. Et puis on peut arriver même, si on ne voit pas ces différents stades apparaître, jusqu'à la défaillance du dernier organe que le fœtus va essayer de privilégier, qui est son myocarde. Lorsqu'il passe en acidose totale, du coup, on a la défaillance myocardique qui aboutit à ce qu'on appelle le stepwise to death, c'est-à-dire cette décroissance progressive de la fréquence cardiaque, qu'on peut d'ailleurs parfois prendre au départ pour une amélioration de la tachycardie, mais il n'en est rien, c'est vraiment une décompensation myocardique. Donc c'est une hypoxie qui, là, du coup, apparaît très, très, très progressivement tout au long du travail, qui est liée
à la privation en oxygène qui s'additionne progressivement sous l'effet des ralentissements. Et évidemment, il y a une très très grande variabilité de capacité d'adaptation d'un fœtus à l'autre par rapport à cette hypoxie progressive. Il est évident que c'est exactement comme si on met quelqu'un sur un tapis roulant. Hein. Si on met un athlète, il va rester plus longtemps sur le tapis, sur le tapis d'entraînement que si on met quelqu'un qui a déjà des capacités diminuées. Et ce qui diminue les capacités, outre la fonction placentaire, c'est également le fait ou pas d'avoir un retard de croissance intra-utérin, le fait d'avoir un diabète, enfin, tous ces éléments sont des facteurs qui amènent à des décompensations qui sont beaucoup plus rapides. Alors un exemple là d'un tracé, hein, au départ normal, hein, quasiment normal, avec une fréquence de base donc, à 120 battements par minute, des oscillations, quelques accélérations, des petites ébauches de ralentissement, mais qui sont tellement courtes que donc, ça ne fait même pas parler de ralentissement. Puis donc, vous voyez que déjà sur à ce stade du travail, bien qu'on soit encore qu'à 150 battements par minute, donc dans une classification, on ne s'inquiéterait pas forcément d'un tracé comme celui-là, où les ralentissements sont courts, font moins de 30 secondes, et on a déjà quand même une réponse par une production de catécholamine de ce fœtus à l'hypoxie. C'est un fœtus qui est en train de s'adapter à l'hypoxie, déjà il faut le savoir. Bon, les oscillations restent normales, les accélérations ont disparu. Et puis vous voyez que si on continue à ne pas faire attention, enfin, ou à poursuivre sans action particulière, on a une baisse là des oscillations qui est très très nette par rapport au tracé précédent, bien qu'on ne soit pas sur une tachycardie vraiment très importante. Et les ralentissements, bon, il y a des ralentissements qui sont variables, mais qui durent toujours que moins de 30 secondes, donc qui ne sont pas forcément extrêmement inquiétants. Bon, évidemment, si on continue là aussi sans agir, chez une patiente qui, vous voyez, on enregistre mal les contractions utérines, mais c'est assez facile de savoir quand il y a des contractions utérines. Et si on compte, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, pratiquement 7 contractions toutes les 10 minutes. On est sur une hyperactivité utérine absolument nette, une tachycinésie. Et là, évidemment, si c'est un tracé qui est en lien avec du syntocinon, il faut arrêter le syntocinon, il faut mettre en place une tocolyse en urgence dans cette situation. Le tracé est en train de faire une disparition complète des oscillations, et bien qu'il n'y ait pas une tachycardie majeure, eh ben c'est un tracé qui est en train de s'altérer de façon très très importante. Si on poursuit, vous voyez que là, du coup, on est sur une réduction de la fréquence cardiaque de base. Hein. Donc on pourrait se dire, tiens, bah, c'est en train de s'améliorer. Hein. Bon, alors évidemment, les oscillations montrent bien que non, mais c'est ça le stepwise to death, hein. C'est-à-dire que ce fœtus est en train de mourir, en fait, et l'acidose myocardique est en train de lui arrêter son activité cardiaque. Pour autant, vous voyez que dans cette équipe, ça n'a pas été pris en compte. Et évidemment, ce fœtus est né avec un état néonatal, vous pouvez l'imaginer, un pH extrêmement acidotique. Donc ça, c'est l'hypoxie. Ce mode d'hypoxie extrêmement progressif s'appelle donc l'hypoxie évolutive ou progressive. Et le dernier mode, c'est l'hypoxie subaiguë. Alors l'hypoxie subaiguë a des caractéristiques qui sont un peu différentes, se rencontrent principalement en fait, au moment des efforts expulsifs. Donc ce sont en fait des ralentissements qui sont des ralentissements où le fœtus, entre les ralentissements, va passer moins d'1 minute sur sa fréquence de base, ce qui donne à l'aspect du tracé un aspect tout à fait caractéristique, avec des ralentissements qui durent plus de 90 secondes. Donc ça donne une forme de créneau, voilà, comme ça. Le fœtus passe moins de temps finalement sur son rythme de base, qui lui permettrait de compenser l'hypoxie, que la durée qu'il passe dans le ralentissement. Donc ces tracés, comme je vous le disais, se rencontrent surtout en fin de travail ou au moment des efforts expulsifs. En voilà un autre. Donc vous voyez des ralentissements. La fréquence de base, là, elle est vraisemblablement plutôt aux alentours de 160 battements par minute, parce qu'il n'y a pas d'accélération. Il n'y a pas de raison que sur un tracé comme ça, il y ait des accélérations. Donc c'est la fréquence la plus élevée qui est vraisemblablement la fréquence de base, avec des durées très courtes passées sur cette fréquence de base. Les causes potentielles, donc là aussi c'est un peu les mêmes toujours, compression du cordon, insuffisance utéroplacentaire, hyperstimulation utérine, en fin de travail, déshydratation maternelle, et les conséquences, ben là c'est en fait, il y a une stimulation à la fois des chémo et des barorécepteurs, et il est extrêmement difficile, le fœtus passant très peu de temps sur sa fréquence de base, de juger de l'état fœtal entre les ralentissements, et on sait que dans ce type de ralentissement, on a une chute du pH qui est d'à peu près qui est 3 fois moins rapide que dans un ralentissement aigu, mais dans un ralentissement prolongé, mais qui quand même
baisse donc de 0,1 point, non pas toutes les 10 minutes, mais toutes les 30 minutes. Donc c'est un tracé qu'il faut reconnaître. 0,01 point toutes les 3 minutes, ça fait 0,1 point toutes les 30 minutes. Et donc ça baisse 3 fois moins vite, mais ça baisse quand même vite par rapport à un ralentissement prolongé. Donc, dans ce type de situation, surtout quand on le rencontre sur des efforts expulsifs, il est hors de question de continuer à laisser pousser la patiente pendant 30 minutes ou 40 minutes, comme on voit parfois. Il y a urgence à faire quelque chose, qui peut être simplement d'arrêter les efforts expulsifs et d'attendre que le fœtus récupère par rapport à ces ralentissements, d'arrêter le syntocinon. Ça amène de l'eau au moulin de ce qui a été dit ce matin par rapport à l'arrêt du syntocinon peut-être en deuxième phase du travail. Ne pas hésiter, même si on est en train de faire des efforts expulsifs et que ça ne récupère pas, peut-être de faire une tocolyse d'urgence, de modifier la position maternelle. En tout cas, il faut réagir par rapport à un tracé comme celui-ci d'hypoxie subaiguë. Voilà un exemple donc d'une patiente avec un tracé, mais ça, je vous ai déjà fait voir. Et c'est pareil, si on ne réagit pas à un tracé de ce type-là, on va rapidement avoir une hypoxie qui va se majorer et qui peut aboutir, là aussi, à une décompensation. Donc, baisse des oscillations dans un premier temps et décompensation myocardique. Tous ces éléments, je vous l'ai dit, donc, doivent être interprétés en fonction de ce que les anglo-saxons appellent le complexogramme, c'est-à-dire en fait tous les éléments qui tournent autour de la prise en charge. Ces éléments qui tournent autour de la prise en charge, bon, mais bien sûr, c'est tout ce qui peut avoir également des effets sur le rythme cardiaque fœtal. Donc on a vu ces mécanismes, la compression cordonale et la stimulation vagale également, la température de la fièvre éventuelle, voire l'hyperthermie chez la patiente, les drogues éventuellement qui peuvent moduler également la réponse sur le rythme cardiaque fœtal, de prendre en compte les facteurs de modification, d'adaptation du fœtus en termes de maturité, c'est-à-dire le terme de la patiente, l'existence d'un liquide méconial, la durée du travail également, parce qu'évidemment, plus le travail s'allonge et plus l'effort pour le fœtus est important. Et puis les facteurs humains également sont importants. Quand il y a des accidents, ces facteurs humains sont souvent analysés, en particulier la capacité des équipes à communiquer sur un tracé anormal, de demander un second look. Quand on a un tracé qu'on a du mal à interpréter, c'est important de demander à quelqu'un d'autre, à une collègue sage-femme par exemple, à un médecin, de donner un avis à quelqu'un d'autre, en tout cas de donner un avis sur le rythme cardiaque qu'on a du mal à interpréter. Et donc tous ces éléments sont importants évidemment dans l'outcome pour le nouveau-né. Voilà, donc j'espère vous avoir fait comprendre qu'il était aujourd'hui, je pense, temps de modifier notre analyse du rythme cardiaque fœtal et de passer du tout classification, on essaie vraiment de faire rentrer le rythme cardiaque dans une catégorie, à plutôt essayer de comprendre ce qui se passe. Il faut peut-être continuer à classer quand même, mais ça reste qu'une étape intermédiaire, vraisemblablement, dans l'analyse, et surtout déterminer quel type de profil d'hypoxie on a, et intégrer tout ça dans un tableau global, et se poser la question, ce fœtus compense-t-il, ou est-il déjà en phase de décompensation? Voilà, je vous remercie.